Alors, d'abord, je voulais vous remercier tous et toutes de vous joindre à nous. On se rend compte que votre temps est précieux, alors on l'apprécie beaucoup. Euh, je vais passer à travers pas mal de concepts économiques et de marché en quelques minutes. Alors, ça va être relativement rapide. Comme Viviane l'a indiqué, il va y avoir une période de questions aussi. Alors, s'il y a quelque chose, un concept sur lequel vous aimeriez que je me penche plus précisément, ça me ferait plaisir de faire ça. Alors, écoutez, on a intitulé notre présentation le coût élevé de l'inflation. L'inflation, c'est l'enjeu principal. Comme on le sait tous, si on remplit l'essence dans notre voiture ou qu'on va à l'épicerie, on s'en rend tous compte. C'est devenu très tangible, cette augmentation des prix. En fait, on fait face en Amérique du Nord à un taux d'inflation qu'on n'a pas vu depuis le début des années 80. Donc, on parle d'un taux d'inflation le plus élevé en 40 ans. Et ça a des répercussions qui sont quand même très, très, très importantes. Ce que je dirais d'emblée, c'est que, à notre avis, les banques centrales ont été très en retard à reconnaître ce risque-là. Il y avait une certaine fiction, si vous voulez, à la Réserve fédérale. Et puis, cette fiction, c'était que le taux d'inflation était transitoire et qu'il allait magiquement redescendre vers la tendance de 2 à long terme et que ça se ferait relativement rapidement. On n'a jamais cru à cette fiction-là. Ce que je dirais, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'au moins les banques centrales se sont réveillées. Elles augmentent les taux d'intérêt. Maintenant, évidemment, le risque, c'est comme les banques centrales ont manqué l'inflation quand elle était en hausse, puis on le voyait en conversation avec nos analystes, quand on regarde le monde réel, si vous voulez, quand on regardait les problèmes de chaîne d'approvisionnement, c'était extrêmement clair l'an dernier, dans la première moitié de l'an dernier, qu'il y avait des poussées inflationnistes très, très, très importantes. Les banques centrales n'ont pas réagi assez vite, à notre avis. Mais maintenant, elles comprennent le risque. Ce que je dirais, c'est que le risque, c'est qu'elles poussent les taux d'intérêt trop haut. Surtout la Réserve fédérale, je vous dirais, c'est un plus gros risque. Et puis que, ayant manqué l'inflation à la hausse, ils vont manquer l'inflation à la baisse aussi. Puis de ce côté-là, il y a quand même une lueur d'espoir. Et la lueur d'espoir, c'est quand on regarde même les données qui sont sorties sur l'indice des prix à la consommation au Canada, on parle de 6,9 annuellement. C'est clairement trop élevé, mais au moins, ça n'a pas augmenté. Alors, de notre point de vue, l'inflation a clairement plafonné. Ça, c'est extrêmement important pour les marchés financiers comme pour l'économie. Et puis, on espère simplement que les chefs des banques centrales vont réaliser ça. Une anecdote, parlant à certains de nos analystes, on a un analyste qui couvre le secteur des jouets. Et puis, l'an dernier, pour remplir si vous voulez, pour remplir un container, ça coûtait 20 000 US. Maintenant, le prix est tombé à 4 000 Évidemment, ce n'est pas immédiatement reflété dans l'indice des prix à la consommation, mais c'est quelque chose qui va s'améliorer, à notre avis, dans les prochains mois. Les deux autres points qui sont quand même les données très intéressantes, c'est évidemment le taux d'inflation aux États-Unis qui a baissé l'an dernier. Il est rentré en dessous des prévisions. Et puis, cette semaine encore, quand on regarde l'indice des prix en gros, ça aussi, ça a baissé. Alors, ça soutient cet argument qu'on vous présente que l'inflation a maintenant plafonné. Ça a des répercussions qui sont vraiment très importantes pour les marchés. Commençons avec les marchés parce que en prenant un pas en arrière, on se rend compte que l'inflation, c'est un cancer pour les marchés financiers, certainement pour le marché obligataire, parce que les détenteurs d'obligations exigent un taux de rendement plus élevé pour les compenser pour cette perte de pouvoir d'achat qui est occasionnée par l'inflation. Et puis, du côté des actions, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi très néfaste et c'est particulièrement néfaste pour les actions qui ont une très grande évaluation, des actions à haute duration, on les appelle. Pensez aux actions de technologie qui ont tellement bénéficié des entrées de fonds pendant la COVID-19. Bien, ces actions-là se retrouvent à être très, très, très vulnérables parce que la valeur présente des cash flows de ces compagnies-là, évidemment, est beaucoup plus basse quand on est dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent. Alors, ce qui s'est passé dans les marchés, la volatilité qu'on a vue, et puis, finalement, le massacre des actions de technologie, c'est pas particulièrement surprenant étant donné la conjoncture. Je vous dirais que
finalement, ce que j'appelle cette période-ci, c'est le retour de la bulle de technologie. Certains d'entre vous, ou peut-être plusieurs d'entre vous, vont se souvenir de la première bulle de technologie qui a éclaté finalement en mars 2000. Ben, toute la surperformance du Nasdaq dans les 10 années précédentes s'est évaporée à peu près en 6 mois à ce moment-là. Puis on revit un cycle semblable. Alors, quand on regarde le dollar US, bon, il a beaucoup augmenté. On pense qu'il pourrait baisser un peu dans le contexte d'une reprise économique en 2023. On pense que le marché pourrait commencer à se stabiliser, le marché boursier pourrait commencer à se stabiliser, mais tout va dépendre du ralentissement économique. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Parce qu'évidemment, quand on augmente les taux d'intérêt, quand les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, c'est finalement pour ralentir l'économie. L'économie a rebondi en fusée pendant la crise de la COVID-19, si vous voulez. Et puis finalement, nous, notre perception, c'est que la COVID-19 n'a pas créé de nouvelles tendances, mais elle a accéléré des tendances existantes, comme de travailler de la maison, par exemple, comme la consommation de films sur l'Internet. Ces choses-là, ces tendances existaient déjà, mais la COVID a accéléré ça. Et puis, de la même façon, pour le cycle économique, COVID a vraiment accéléré finalement le repli. On a eu une des récessions les plus courtes de l'histoire. Et puis ensuite, comme un élastique, l'économie est remontée de l'autre côté. Là, on se retrouve, si vous voulez, dans une phase un peu plus creuse en termes de croissance. Notre groupe économique prévoit une croissance certainement en baisse. Mondialement, on parle de 2,3 % en 2023. Ce serait une baisse par rapport à 3 %. Pour le Canada, on parle de 0 % Donc, une récession probable, je vous dirais qu'elle n'est pas certaine. Dans nos modèles, on parle de 60 % de probabilité de récession dans les 12 prochains mois. Ça, c'est aux États-Unis et au Canada. Mais disons 0 %, c'est clair que c'est pas très fort comme taux de croissance, mais en même temps, ça ne représente pas une récession particulièrement vicieuse. Certainement pas ce qu'on a vu pendant la crise financière, 2008-2009. À notre avis, les circonstances sont quand même beaucoup plus favorables en ce moment, particulièrement pour le marché de l'emploi. Alors, on parle de stagnation en Amérique du Nord. On parle d'une reprise potentielle en 2023 après la récession, si elle arrive. Mais encore une fois, une récession relativement modeste. Quand on regarde le taux d'épargne, il est monté en flèche pendant la COVID. Et puis, depuis ce temps-là, il a diminué. Ce que je vous dirais, c'est que les épargnes excédentaires sont encore élevées par rapport à la tendance historique, mais le niveau de dette aussi. Et ça, dans un contexte de taux d'intérêt qui sont en augmentation, c'est sûr que ça présente un risque. Et puis, ce qui est quand même surprenant, c'est que la dette des ménages au Canada est maintenant beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis. Un écart historique, je vous dirais. Alors, les taux de chômage sont vraiment très, très bas en ce moment. Et puis, parlons de la région ici. Quand on regarde la ville de Québec, par exemple, on parle d'un taux de chômage de 2,9 %. Quand on parle du taux de chômage au Québec, en général, il est plus bas de 1 %, ce qui est quand même énorme, plus bas que la moyenne du Canada. Aux États-Unis, le taux de chômage est aussi très, très bas. Donc, il y a un avantage et un désavantage dans tout ça, évidemment, comme dans toute chose. Consommation, ce qui économiquement est une très bonne chose. En même temps, il y a une poussée inflationniste sur les salaires. Et puis, ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans une situation un peu comme dans les années 70, où c'est devenu un cercle vicieux. L'inflation a poussé les employés à demander des augmentations de salaire dans les 10 % et plus. Et donc, ça a envenimé la situation.
On ne veut pas se retrouver dans une spirale semblable et je ne pense pas que ça va arriver. En fait, quand on regarde les attentes d'inflation des ménages, je n'ai pas le graphique devant moi, mais ça nous ferait plaisir de vous le faire parvenir. On se rend compte que les attentes d'inflation sont en train de rebaisser. Elles reviennent vers la tendance. Puis ça, on parle des attentes d'inflation dans les 5 et 10 prochaines années. Ça, c'est un bon indicateur et ça nous, si vous voulez, ça renforce ce point que j'ai fait déjà quelques fois, que l'inflation a probablement plafonné en ce moment. Il y a encore du travail à faire, mais au moins, on a vu un sommet à notre avis. La démographie, évidemment, ça explique en partie ce taux de chômage qui est tellement bas. Les baby boomers, la plupart d'entre eux vont prendre leur retraite très bientôt ou l'ont déjà prise. Et puis, quand on regarde le taux de naissance au Canada en général, il est relativement bas. Il est en baisse. Ça, c'est la tendance principale qu'on voit dans les pays du G7. Je vous dirais qu'on est quand même en meilleure position que le Japon, certainement, que l'Italie. Mais c'est sûr que pour faire augmenter la population, ça prend de l'immigration, qui est certainement une source de force pour l'économie canadienne. Ce n'est pas un commentaire politique, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais ce qui est clair, c'est que l'immigration, ça a été une force certainement positive au point de vue économique pour le Canada et ça va continuer à l'être. Alors, quand on regarde les pressions sur les salaires, on espère que ça a plafonné. C'est clair que les salaires ont beaucoup augmenté aux États-Unis comme au Canada. Encore plus aux États-Unis, en fait. Et c'est sûr qu'il y a un avantage quand on est un travailleur. C'est sûr qu'on veut voir un niveau de compensation plus élevé. Pour les propriétaires d'entreprises, évidemment, c'est beaucoup moins facile. Quand on regarde certains des problèmes, quand on regarde le taux de chômage tellement bas au Québec, par exemple, je n'ai pas à vous le dire, c'est pas facile d'engager des gens. Une expérience personnelle, je voulais engager un analyste, je l'ai fait finalement, mais disons que l'an dernier, j'aurais reçu 200 CV. Cette année, j'en ai reçu 7 ou 8 à considérer. Alors, c'est quand même un changement important, je vous dirais. Donc, l'inflation, retour des années 70, on en a parlé, on est rentré à 6,9, c'est trop élevé, mais encore une fois, si on a raison sur le fait que l'inflation a plafonné, la tendance devrait être positive de ce côté-là. Puis, c'est quelque chose qu'il faut toujours retenir des marchés, les marchés obligataires comme le marché des actions. C'est la tendance qui est importante, ce n'est pas les chiffres absolus. Alors, une tendance qui s'améliore va avoir l'effet d'aider la performance des actions. Et puis, selon nos propres études, nos recherches, quand on retourne jusqu'aux années 60, quand on est dans un cycle où le taux d'inflation est en baisse, on voit une réévaluation positive des multiples pour les actions. Alors ça, il est peut-être encore un peu trop tôt. Tout va dépendre du niveau de ralentissement qu'on va voir, mais on pense que 2023 pourrait être une beaucoup meilleure année pour les marchés boursiers. Peut-être dans la deuxième moitié, on verra. Encore une fois, ça va dépendre du ralentissement parce que le ralentissement économique va évidemment faire une pression sur les profits corporatifs des compagnies privées, des compagnies publiques plutôt, de toutes les compagnies. Alors, l'inflation et déflation au Canada, ce qui est clair, c'est que le prix de l'essence a contribué à l'augmentation de l'inflation, les épiceries, toutes ces choses-là. Je vois dans la colonne de gauche, au moins le cannabis récréatif a baissé de prix. Je dis ça en blague, c'est clair que dans cette industrie-là, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Il y a énormément de compétition. Ça n'a pas une grosse incidence sur l'inflation. Mais je vous dirais qu'en général, surtout avec l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et puis aussi le repli des ventes du secteur immobilier et des prix en général des maisons, le prix des logements, ça va avoir un impact positif sur le taux d'inflation dans les quelques prochains trimestres au moins. Et là, ce qui est intéressant, parce que tout le monde est toujours intéressé au prix au prix des logements, pour la plupart des gens, c'est leur actif principal.
Et puis, le repli qu'on a vu, évidemment, avec les taux hypothécaires qui augmentent et qui ont augmenté tellement rapidement, bien, on voit une baisse annuelle d'à peu près 10 au Canada, mais il y a des écarts vraiment considérables entre les deux. Dans la ville de Québec, évidemment, grâce à la force du marché de l'emploi, on voit même une petite augmentation. C'est vraiment une exception. Calgary, aidé par la reprise des prix du gaz naturel et du pétrole, évidemment, Calgary reprend un peu. Mais quand on regarde, on a beaucoup de données sur l'Ontario en ce moment. Toronto est en baisse de 11 mais les banlieues sont encore en baisse 2 fois plus grande, si vous voulez. Quand on regarde la ville de London en Ontario. Et puis, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment les banlieues lointaines qui ont vu la plus grande augmentation du prix moyen des maisons pendant la COVID. Les gens voulaient avoir de l'espace, ils voulaient aller en nature. Il n'y avait rien, les restaurants étaient tous fermés. Alors évidemment, on le sait tous. Quand on regarde les chalets à Tremblant, par exemple, quand on regarde les cantons de l'Est, ben on avait des augmentations fulgurantes, un peu comme on les a vues en Ontario. Alors, ce n'était pas un phénomène uniquement québécois, c'était aussi un phénomène qu'on a vu en Ontario. Et donc, ce qui augmente le plus, c'est le plus détaché de la tendance historique, va toujours avoir un plus grand repli. C'est le marché le prouve. Écoutez, les écarts sont corrigés. Il y a un retour à la moyenne finalement. Et on est en train de voir ce retour à la moyenne, en ce moment. Est-ce que ça va être un crash immobilier? On ne le sait pas. On dirait pas, probablement pas un crash, mais là, on vous donne des exemples historiques de certaines corrections du marché de l'habitation. La pire qu'on a vue, c'était à Vancouver en 1995. On parle d'une baisse moyenne d'à peu près 25 Donc, ça a été très, très dur. En Ontario, la fin des années 80, suite à des augmentations de taux d'intérêt, et puis la récession éventuelle, ça a été une récession relativement modeste, mais quand même, on a parlé d'une baisse d'à peu près 20 des prix. Alors, on ne pense pas que ça va être particulièrement pire que ces exemples historiques, avec l'exception des banlieues lointaines et puis des chalets, lieux de villégiature, tout ça. Là, ça pourrait être un peu plus grave, à notre avis. Donc, les prix, finalement, quand on regarde les prêts hypothécaires, ça continue à augmenter. Mais si on a raison, puis encore, je veux toujours revenir à cette lueur d'espoir que l'inflation a plafonné. Si l'inflation a plafonné, nécessairement, il va y avoir un plafonnement relativement bientôt des taux d'intérêt et des taux hypothécaires. Et ça devrait nous aider, évidemment. Les obligations à 10 ans, c'est sûr que, tout ça a augmenté. Comme je vous l'ai dit, les investisseurs dans le marché obligataire demandent une meilleure compensation quand l'inflation est aussi élevée, c'est sûr. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'une des meilleures opportunités dans le marché en ce moment, ce serait d'acheter des obligations, justement. Ça fait 11 ans que je suis stratège chez BMO et c'est la première fois que je vois de la valeur, finalement, dans le marché obligataire. Donc, des 4-5 ans des obligations, c'est vraiment le marché qui présente les meilleures valeurs en ce moment. Il y a certaines sections du marché boursier, on fera encore attention, on serait défensif dans notre positionnement, mais pour les obligations, on trouve que c'est vraiment très, très intéressant, surtout qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont à escompte en ce moment parce que les taux d'intérêt ont tellement augmenté. Donc, il y a une bonne partie de votre rendement qui va se faire en gain en capital, donc c'est plus efficace d'un point de vue fiscal en même temps. Donc, les obligations. Le dollar canadien par rapport au pétrole, ça nous a, en fait, ça nous confond un peu parce que la relation historique, la variable la plus importante pour expliquer le prix du dollar ou la valeur du dollar canadien, historiquement, ça a été le prix du pétrole. Et deuxièmement, le prix du cuivre. Mais le prix du pétrole a quand même beaucoup augmenté depuis les creux de COVID-19. Et pourtant, le dollar canadien n'a pas participé. Puis ça, c'est
C'est vraiment une exception historique, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que le dollar canadien va revenir, va avoir une force fulgurante d'ici les quelques prochains mois? Probablement pas. Mais on pense que le dollar canadien est quand même assez bien soutenu au prix actuel. Il y a évidemment un avantage pour les compagnies exportatrices. Puis, évidemment, notre partenaire économique le plus important, c'est les États-Unis. Donc, les compagnies qui exportent aux États-Unis, ben, c'est un grand avantage en termes de compétitivité. Quand on pense aux actions d'énergie, ça, c'est un des secteurs les plus intéressants du marché boursier, à notre avis. Et je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas investir dans le pétrole traditionnel. Mais c'est un secteur qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas oublier que ces compagnies-là, généralement, ont des coûts en dollars canadiens, la plupart de leurs coûts, et puis reçoivent des revenus en dollars américains. Alors, vous pensez, imaginez la profitabilité. On le voit dans les résultats qui sortent. On le voit dans les augmentations de dividendes, dans les rachats d'actions. C'est vraiment un secteur très intéressant, malgré le fait qu'il y a eu une bonne augmentation cette année. Ça reste des actions généralement très, très sous-évaluées. Alors, la dette diminue. Ça, c'est certainement une bonne chose. Quand on regarde le Canada par rapport aux autres pays, à nos partenaires du G7, on regarde la dette nette en pourcentage du PIB. On est vraiment dans une très, très bonne, dans une bonne position. Et puis ça, évidemment, il faut aussi ajouter les dettes provinciales, mais l'histoire est quand même relativement bonne de ce côté-là aussi. Les balances budgétaires sont bonnes au Québec en particulier. Encore une fois, la surperformance économique du Québec est remarquable et ça date même d'avant la COVID. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du taux d'imposition. Je pense que notre situation fiscale fait en sorte que ce n'est pas urgent d'augmenter les taux d'impôt. Il pourrait y avoir certaines augmentations pour des compagnies, mais écoutez, puis c'est toujours possible qu'il y ait une augmentation du taux d'imposition pour les gains en capital, mais il ne faut pas oublier que les libéraux ont eu 7 ans pour faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Alors, pour le moment, on pense qu'il va y avoir un certain équilibre dans les taux. Alors, ce qui attend le Québec, on parle quand même d'une assez bonne performance cette année. On parle de stagnation l'an prochain. C'est sûr que s'il y a une récession, le Québec ne va pas y échapper. Mais ça devrait être une récession relativement modeste si récession il y a. L'inflation devrait baisser. Évidemment, ce ne sera pas un ralentissement magique vers le 2 %. L'inflation va demeurer trop élevée l'an prochain, mais au moins la tendance devient positive et le taux de chômage va rester à peu près stable. C'est sûr qu'on voit les manchettes de compagnies de technologie aux États-Unis comme Facebook ou Meta maintenant. On regarde Twitter qu'Elon Musk vient d'acheter. Il y a beaucoup de licenciements et pourtant, il y a encore beaucoup de demandes pour des employés qualifiés. Donc ça devrait diminuer, si vous voulez, l'impact néfaste du ralentissement économique. Alors, finalement, en conclusion, le Canada se retrouve en général dans une bonne position par rapport au prix des matières premières. C'est sûr que ça bénéficie la Saskatchewan, Terre-Neuve et surtout l'Alberta, plus que le Québec, mais en termes d'entrée fiscale et de revenus pour le gouvernement, c'est sûr que c'est un positif. C'est positif pour ces secteurs-là du marché. Les actions qui sont axées sur l'agriculture ou sur l'énergie, on les trouve très intéressantes. Et puis, on a une opportunité, vraiment une très, très belle opportunité dans le marché obligataire en ce moment. Alors, je vais peut-être arrêter là